Bonjour à tous, merci d'être à cette table ronde sur le secteur logement du PTEF. Alors on va passer une petite heure ensemble pour aborder les différentes thématiques de cette fiche sectorielle. Je m'appelle Guillaume Piaton, je suis ravi de pouvoir animer aujourd'hui la table ronde. J'ai en fait participé à l'élaboration de cette fiche sectorielle avec Rémi qui est ici, que je connais bien. Je suis consultant en efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. J'ai avec moi autour de la table Jérémy Rousseau de Kianeos Asset Management. Donc je vous laisserai vous présenter un peu vos différentes casquettes et vos rôles dans ce secteur. On a Philippe Guelpa Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon, donc sur la partie énergie, climat, gestion des déchets, mais qui vient aujourd'hui... Réduction des déchets, oui. Réduction de la pub. Ah, de la publicité. C'est un peu pareil. Oui. Tout à fait. Mais qui vient aujourd'hui avec la casquette surtout de président de l'ALEC de Lyon. Et enfin, donc Rémi Babu, qui a donc été le chef de projet sur le traitement du secteur logement pour le plan de transformation du Shift Project. Alors rapidement, juste pour reposer un peu certains ordres de grandeur sur le secteur du logement. Nous, donc Rémi particulièrement, le Shift s'est borné à donc le logement collectif et la maison individuelle, ce qui fait 16,3 millions de maisons individuelles isolées ou groupées, 12,6 millions de logements collectifs. C'est plutôt du petit collectif en général de moins de 8 logements et de moins de 4 étages. On a environ 8% de logements officiellement vacants, mais si on compte les maisons ou les résidences secondaires très peu utilisées, on peut monter jusqu'à 20%. En termes de création de nouveaux logements, on a 420 000 nouveaux logements par an à peu près. En termes de consommation d'énergie finale, le logement, donc hors bâtiment tertiaire, c'est environ 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est 400 TWh d'énergie finale, donc à peu près un quart des consommations de la France. Voilà pour planter le décor. Donc il y a d'énormes enjeux, comme on le sait tous. On va revenir sur plusieurs axes tout de suite, mais avant ça, je voulais juste une petite présentation de chacun d'entre vous et de vos sociétés ou de vos rôles. Jérémy d'abord. Donc moi j'ai créé une société qui s'appelle Kianeos Asset Management. À la base moi j'étais un financier, donc on va dire que je manipulais pas mal d'argent, et puis il y a eu un moment dans ma vie où j'ai investi dans des petits immeubles de rapport, comme on dit, donc acheter des logements et pour avoir des revenus locatifs, et je me suis rendu compte que voilà, les gens étaient très mal logés en France, aussi bien en termes de qualité du logement qu'en termes d'efficience énergétique des bâtiments. Donc ça, c'était déjà il y a quelques années. Et donc du coup, j'ai créé cette société dont l'idée, c'est de récupérer un peu de tout l'argent qu'il y a dans le monde de la finance, et il y en a beaucoup, et de le réorienter vers l'immobilier résidentiel dans les petites villes de province, avec l'idée donc d'acheter des immeubles, de les rénover, de manière à ce que les gens soient mieux logés, et de les louer. Voilà, donc la création de la société c'est 2018, et là depuis l'année dernière ça commence à vraiment beaucoup grossir, puisqu'on investit, c'est-à-dire la somme de l'achat des immeubles plus les travaux, ça représente à peu près 10 millions d'euros par mois. Okay. Donc on rénove entre 80 et 100 appartements par mois. Voilà, on est sur un rythme un peu plus de 1000 logements par an. Okay. Et voilà, donc du coup en termes de rénovation, on fait partie des acteurs. Voilà. Merci. Philippe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Guelpa Bonaro, je suis effectivement président de l'ALEC et vice-président de la métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Donc là, j'interviens en tant que président de l'ALEC principalement, mais on va voir dans les questions que je reprendrai parfois ma casquette de vice-président de la métropole de Lyon. Je profite pour faire un petit salut amical à ma vice-présidente de l'ALEC qui est dans la salle, Élise. Bonjour. Donc l'ALEC, l'ALEC a 20 ans sur la métropole de Lyon, l'agence locale de l'énergie historiquement. Elle a pris le C assez récemment, je crois en 2016 ou en 2017. Quand on a commencé à se dire que l'énergie c'était aussi le climat et c'était pour préserver le climat. Et l'ALEC a différents rôles. Un de ses rôles principaux et historiques, c'est la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des logements.
Et en fait, l'ALEC, sur la métropole de Lyon, depuis 2015, met en œuvre le dispositif Éco-Rénov', qui est une enveloppe que la métropole de Lyon pose pour que les particuliers, les copros et les bailleurs sociaux rénovent leur logement. L'ALEC, c'est aussi du développement des énergies renouvelables, que ce soit de l'énergie renouvelable électrique, mais aussi et surtout même de l'énergie renouvelable de chauffage, de chaleur renouvelable. Et puis l'ALEC, c'est aussi surtout un accompagnement des collectivités, des maîtres d'ouvrage dans leur stratégie de décarbonation et leur stratégie plan climat air énergie territoriale notamment. Et enfin, c'est de la sensibilisation, de l'éducation aux enjeux de l'énergie et du climat dans les écoles, dans les MJC, dans les bureaux aussi. On a un programme bureau à énergie positive. Donc voilà, l'ALEC fait plein de choses et on est en train de réfléchir à même élargir le champ parce que le climat, c'est pas que l'énergie du bâtiment, c'est bien d'autres choses. Et donc moi, je suis Rémi Babu, je suis ingénieur et urbaniste. J'ai travaillé pendant un moment dans l'ingénierie et le conseil sur l'approche environnementale de l'urbanisme, donc sur les projets urbains et puis forcément du coup sur les bâtiments et l'approvisionnement en énergie. Et je travaille actuellement pour le Shift Project, effectivement, sur le rapport, le secteur logement au sein du PTEF, donc comme Guillaume avait dit qu'on avait débuté ensemble. Mais il y a eu beaucoup d'avancées depuis, et j'imagine que tu auras plein de choses à rajouter. Quelques compléments, mais le principal était dit quand même. Et je m'excuse par avance parce que je devrais partir un petit peu avant la fin de la... Ouais. Du coup, justement, parfait. On va essayer d'être concis et de pouvoir garder un quart d'heure de questions. Donc à peu près à 25, on pourra poser un maximum de questions. On va essayer d'interagir avec vous. Mais donc du coup, sans plus attendre, le premier enjeu, on l'a un peu tous en tête, et vu les chiffres que j'énonçais, c'est l'enjeu de la rénovation thermique des logements, des bâtiments. Est-ce que juste Rémi, ce qui serait pas mal, c'est d'essayer de creuser un peu, d'après en tout cas les investigations qu'on a faites, où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui en termes de comment on rénove, quel rythme on a et quelle est la trajectoire donnée par le plan de transformation, toujours donc à horizon 2050, mais dès maintenant, dans les 3 ans, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et qu'est-ce qu'on a pu, en termes donc, de sobriété déjà, donc d'isolation des bâtiments, mais aussi quels sont les choix majeurs, les gros choix stratégiques sur l'approvisionnement en chaleur renouvelable ou en électrification ou pas de la chaleur. Ouais. Alors sur ce secteur du PTEF, le secteur du logement, et puis celui du bâtiment en général, c'est un secteur sur lequel contrairement à d'autres comme la culture ou la santé, on n'a pas vraiment défriché. Il y avait déjà beaucoup de production et donc on n'a pas forcément inventé quelque chose de foncièrement nouveau. Les résultats qu'on a, ils sont assez proches de travaux qui avaient pu être menés notamment au niveau institutionnel. Je pense notamment au plan de rénovation énergétique des bâtiments qui était sorti en 2018, si ma mémoire est bonne, sous l'égide de Jacques Mézard et Nicolas Hulot. Globalement, ça dit que aujourd'hui, l'état du parc, c'est à peu près donc en médiane, on va dire, des logements qui sont sur des étiquettes énergie D, donc du DPE. Je ne sais pas si vous voyez cette petite figure qu'on voit sur les agences immobilières qui qualifient la performance énergétique des logements. Et ce que disait ce plan de rénovation énergétique et avec lequel on est à peu près d'accord dans les grandes lignes, c'est qu'il faudrait amener tous les logements à des étiquettes A ou B. Donc, c'est-à-dire quasiment au meilleur niveau de performance. Les étiquettes A, pour vous donner, c'est à peu près la performance de ce qui se construit aujourd'hui dans le neuf. Donc, c'est des logements qui sont plutôt bien isolés, bien étanches à l'air, et donc d'assez bonne qualité au niveau thermique, même si on peut leur reprocher des choses. Et le niveau B, c'est un peu ce qui se fait de mieux, on va dire, quand on rénove de manière complète un logement. Donc ça veut dire que pour arriver à une décarbonation maximale du parc en 2050, sachant que le logement, notamment dans la stratégie nationale bas carbone, et le bâtiment en général, c'est un secteur qui se décarbone totalement. Donc c'est-à-dire il passe de 88 mégatonnes de carbone en 2015 à 5 mégatonnes en 2050, donc c'est-à-dire presque zéro, parce qu'on sait qu'on a les technos aujourd'hui qui permettent de le faire. Et ce faisant, ça nous permet de garder de la marge en termes de consommation d'énergie et de carbone pour d'autres secteurs qui sont plus difficiles à décarboner, comme l'industrie ou l'agriculture, du fait des process inclus. Donc ça veut dire pour ça, il faut rénover massivement pour consommer beaucoup moins d'énergie, et il faut consommer des énergies décarbonées. Sachant que là-dessus, je précise, il faut faire les deux,
Et pour nous, il n'y a pas de débat entre est-ce qu'on ne pourrait pas rénover un petit peu moins et faire de l'énergie plus décarbonée. En fait, les objectifs qu'on a de décarbonation sur le secteur sont tellement drastiques qu'on est obligé de faire les deux. Et j'irais même plus loin, je dirais que le fait de faire de l'efficacité énergétique et donc de consommer moins nous donne finalement les marges, sont la condition nécessaire pour avoir les marges suffisantes sur le système énergétique pour produire une énergie complètement décarbonée. Comme Guillaume le disait, voilà, c'est vraiment un secteur qui consomme des quantités phénoménales d'énergie, 25% à l'échelle nationale. Donc typiquement sur le gaz, on aura encore quelques logements au gaz parce qu'il y a des difficultés technico-économiques, mais il faut en avoir vraiment le minimum pour que ça puisse rester dans une enveloppe de biogaz qu'on est capable de produire. C'est un exemple. Du coup, ça implique aussi, au-delà du fait de cette efficacité sur les enveloppes, de passer à des systèmes énergétiques qui, et Philippe l'a bien souligné, il faut passer à de la chaleur, de la chaleur renouvelable, parce que dans le bâtiment, voilà, renouvelable rime avec décarboné pour ce qui concerne la chaleur. Donc ça va être beaucoup utiliser la chaleur de l'environnement à travers les pompes à chaleur, utiliser les énergies fatales, typiquement tout ce qu'on valorise, on appelle ça comme ça, en brûlant nos ordures ménagères, ou d'autres choses, ça va être la biomasse, et ça c'est vraiment absolument nécessaire, et ça implique là encore, en termes d'échelle, par exemple sur le sujet des pompes à chaleur, c'est un marché qui croît de manière quasiment exponentielle, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'être au bon rythme d'installation d'équipements. Oui, justement, pardon, je vais vous passer la parole ensuite. Vous voulez y rebondir ? Oui, c'est une fiche sectorielle qui a été, je le dis juste là, croisée avec beaucoup d'autres fiches sectorielles, dont l'industrie pour l'approvisionnement en matières premières, dont l'agriculture pour la disponibilité du biogaz, etc. Et puis on va le voir après sur les villes et les territoires. Mais du coup, on peut zoomer sur l'échelon local et essayer de prendre un exemple sur la métropole de Lyon, et justement à la fois sur ce taux d'accélération dont on a besoin sur la rénovation du logement, alors collectif ou individuel. Est-ce que vous avez des retours? Et sur du coup l'ALEC a cette gestion aussi sur l'essor du renouvelable, de la chaleur renouvelable, des petits retours d'expérience. Alors sur la rénovation, on est donc le dispositif Ecorénov, il existe depuis 2015. On a les chiffres sur la métropole de Lyon, on a rénové à peu près un peu plus de 17 000 logements depuis 2015. Je vous avoue que jusqu'en 2018-2019, le rythme était modéré. Là, on approche un rythme de 3 000 à 4 000 logements par an. Donc voilà, on a l'objectif d'arriver à 6 000 logements par an rénovés à la fin du mandat. C'est ambitieux, mais on met les moyens pour aussi, puisque justement sur le mandat précédent, 2014-2020, il y avait une enveloppe de 33 millions sur Ecorénov. Là, on est passé à 75 millions. 75 millions à la fois pour augmenter le nombre de rénovations, mais aussi pour changer un peu les critères et les rendre plus intéressants, notamment pour les logements les ménages les plus précaires, parce que c'est souvent eux aussi qui habitent des passoires thermiques. Et ça vient un peu aussi en complément avec MaPrimeRénov', qui est quand même une avancée relativement plutôt bonne dans l'absolu, dans l'idée, même si MaPrimeRénov' a été pensé plutôt pour... moi, la compréhension que j'en ai, c'est pour que les gens qui ont les moyens accélèrent et que ça aide à la décision de rénover, en fait. Mais c'est pas MaPrimeRénov', la dimension sociale n'est pas évidente, on va dire. Donc ça, c'est pour les chiffres. Après, il faut bien avoir conscience quand même que la rénovation des logements, c'est extrêmement complexe, surtout dans une métropole et une ville comme Lyon, où il y a un patrimoine de logements qui est très ancien par endroits, avec des murs empisés, avec du mâche-fer. Et c'est pas évident de rénover ce genre de logement, en fait. Sur le pisier, on peut éventuellement mettre un enduit. Donc voilà, il y a des problèmes techniques. Il y a aussi des problèmes, entre guillemets, réglementaires. On a un site classé UNESCO. Donc on a des architectes des bâtiments de France qui sont très tatillons. Et donc, pour eux, c'est la conservation et l'esthétique du patrimoine. La performance énergétique d'un bâtiment, c'est pas encore leur priorité, mais on va y arriver, hein. On va les amener à changer, et le PTEF notamment peut être un bon moyen. Donc voilà, il y a tout un tas de freins
qui ne viennent pas forcément des gens, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie d'y aller, mais c'est compliqué. Et puis simplement pour reboucler sur les renouvelables, on a donc l'ALEC accompagne, mais notamment accompagne avec la métropole, on a créé une prime éco-chaleur en partenariat avec l'ADEME alors c'est pas pour les particuliers, c'est plutôt pour les promoteurs, les bailleurs sociaux, les associations, les entreprises et les collectivités. Donc c'est à la fois logement mais aussi bâtiment tertiaire, pour remplacer en fait une vieille chaudière gaz, une vieille chaudière fuel par du solaire thermique, de la géothermie, du biomasse, des petites chaudières biomasse et des réseaux de chaleur urbains plutôt petits, sachant qu'on a aussi sur la métropole une politique de développement des réseaux de chaleur urbains qui est de l'aveu du délégué général d'Amorce et d'un certain nombre d'acteurs de l'énergie qui est assez unique en France apparemment. Et je ne m'en rends pas compte, j'étais pas forcément là avant moi. D'accord. Ok, merci. Mais au-delà de juste des chiffres de ce qui s'est concrétisé actuellement, vous me disiez en aparté est-ce qu'on sent, alors peut-être lié au post-Covid, voilà, une effervescence, quelque chose, en tout cas un besoin ou des volontés d'agir auprès de nos particuliers ou AG de copro? Ouais, en fait, effectivement, j'ai oublié d'en parler. Jusqu'à 2020, c'était surtout les copros, en fait. Et c'était un certain type de copro qui avait aussi le côté c'était prévu, mais il y a eu un effet d'aubaine. Ce qu'on voit depuis 2020, c'est une explosion des demandes des propriétaires de maisons individuelles. On a énormément d'appels à l'ALEC de propriétaires de maisons individuelles qui ont peut-être profité du confinement déjà pour épargner un petit peu, et puis pour se rendre compte qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, et qu'une maison individuelle, c'est ce qui est le moins efficace énergétiquement parlant. Donc ils ont une forme de responsabilité en plus à rénover. Puis c'est des gens qui ont peut-être plus de moyens, effectivement, surtout sur la partie ouest lyonnaise, je pense. Et quelque part tout intérêt aussi en termes de résilience ou de pouvoir d'achat pour des ménages plus précaires. Pour valoriser leurs biens, pour faire des économies. Enfin, il y a tout un tas de raisons et on met tous les arguments à chaque fois devant les gens et puis ils choisissent celui qui les intéresse. Mais que ce soit pour de la revente ou pour des économies d'énergie, c'est intéressant de rénover en fait. Du coup, juste pour teaser, on y reviendra après, mais ça se confronte sûrement à la disponibilité de l'offre en face ou des compétences de pouvoir traiter toutes ces demandes qui arrivent d'un seul coup. En plus, on arrive aussi à des histoires de pénurie de matériaux en ce moment. Mais on y reviendra après. Jérémy, pour vous passer la parole, qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie de développement pour inciter à aller sur de la performance énergétique en fait, et comment vous accompagnez? Alors, est-ce que vous accompagnez des AG de copro? Comment vous incitez les investisseurs à partir sur ces rénovations, et est-ce que vous arrivez aux performances espérées? Donc effectivement, nous c'est un petit peu différent de ce qui s'est dit après, c'est-à-dire qu'on ne vient pas aider des gens, c'est-à-dire que nous-mêmes, donc on propose des produits d'épargne, les gens nous confient leur épargne, et avec donc toute cette épargne, on achète des immeubles qu'on rénove. Donc on est propriétaire de ces logements et on y fait ce qu'on y veut. Là, ce qui a été difficile en 2018, c'est d'aller expliquer à des financiers qui vont nous confier de l'argent, et qu'on pourrait avoir une performance financière bien meilleure, mais on a décidé de faire un peu moins bien parce qu'on va faire davantage d'efforts pour que les locataires soient bien logés et pour que la performance du bâtiment soit non pas à la limite réglementaire, mais mieux que cela. Donc voilà. Donc en fait, finalement, c'était surtout une discussion, j'allais dire presque une éducation vis-à-vis de nos investisseurs, en leur disant peut-être que finalement, à long terme, on aura moins de turnover sur les locataires, on aura peut-être, comme ça a été dit avant, de la plus-value à la revente ou des choses comme ça. Voilà. Donc nous, c'était surtout ça le sujet. Je voudrais revenir sur certains points qui ont été dits avant. Effectivement, les contraintes réglementaires, elles sont très fortes, en particulier dans les centres-villes. Et là-dessus, pour faire un petit aparté, en France, en fait, la situation est assez simple. Vous avez une grosse moitié de propriétaires, et donc pour certains, ils arrivent assez bien à se loger. Et d'ailleurs, du coup, ils font appel à vous. Et je pense que pour nombre d'entre eux, ils vont habiter dans des maisons, donc c'est facile de prendre la décision en tant que propriétaire seul. Après, vous avez un petit quart de logements sociaux. Donc là, pareil, on peut avoir des politiques gouvernementales qui vont dire allez, les bailleurs sociaux, ça y est, on y va, on vous aide financièrement, etc. Et après, vous avez un petit quart de propriétaires bailleurs qui, eux, vont louer des logements. Et si vous regardez en fait les chiffres, c'est vraiment là que se situe le maximum de passoires énergétiques. Donc pour en revenir au DPE, c'est ce qui va être les étiquettes F et G. Ça représente entre un quart et un tiers de ces logements, si on regarde les chiffres. Et en fait, je pense que ça, on n'a pas de données, mais si on rajoute le E, on va être, à mon avis,
aux 2/3, voire aux 3/4 de ces chiffres. Et probablement même que le nouveau DPE, qui est un peu plus fiable, risque d'alourdir la note. Donc nous, c'est vraiment là qu'on se situe. C'est-à-dire, on s'est dit, où est-ce qu'il y a le plus gros besoin ? On va racheter les immeubles de propriétaires bailleurs, souvent un peu vieillissants du fait de notre histoire économique, et puis parfois qui n'ont pas les mêmes objectifs en termes de qualité du logement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, alors je ne connais pas très bien le marché immobilier de Lyon, on n'y investit pas, mais je prends un exemple, si on se dit que ça coûte 1 000 € du mètre carré de rénover un appartement, quand vous allez acheter un appartement à Paris qui en coûte 10 000, du coup vous êtes peut-être prêt à faire l'effort parce que vous êtes passé de 10 000 à 11 000 € du mètre carré. Voilà. Et si vous allez en discuter là, pour une ville qui n'est pas très loin, Vienne par exemple, au sud de Lyon, on va être peut-être plutôt à 1 500, 1 700 € du mètre carré. Et donc du coup là, quand on va dire à quelqu'un il faut faire 1 000 € du mètre carré de travaux, du coup vous avez quasiment doublé le prix de votre logement. Et là du coup c'est vrai que c'est peut-être là où c'est le plus difficile. Donc nous c'est vraiment à cet endroit-là qu'on se situe. D'accord, merci. Vous avez parlé des relations avec des administrations, des instances, etc. Quel lien on fait entre et ça rejoint une autre fiche sectorielle du PTEF, quel lien on fait avec la gouvernance territoriale et les contraintes éventuellement réglementaires ou les différentes instances pour adresser des sujets comme la baisse de construction de logements neufs, parce que Rémi, tu nous préciseras, mais ça fait exploser l'artificialisation des sols, ça crée d'autres sujets qui sont plus liés au sujet ville et territoire. Mais quels sont Rémi d'abord, les enjeux liés autour du logement neuf, parce qu'on vient de parler de la réno, mais ne pas oublier le potentiel de gaz à effet de serre à continuer de produire autant de logements neufs, sachant qu'il y a des quantités de logements inoccupés. Ouais, alors sur ce sujet, effectivement, déjà il y a le sujet de l'artificialisation des sols qui est beaucoup monté dans le débat public depuis 2-3 ans, en arrivant à la conclusion qu'il fallait se diriger vers du zéro artificialisation nette. Faut savoir que sur l'artificialisation des sols, il y a plus de la moitié de cette artificialisation qui est, bien plus que ça, qui est liée à l'habitat, et une grosse partie qui est liée à la maison individuelle. Donc rien que la maison individuelle en soi, c'est 45% de l'artificialisation des sols à peu près en France selon la manière dont on compte. Donc c'est un impact absolument majeur qu'il faut réussir à maîtriser, parce que, comme tu le disais, ça a des liens aussi avec d'autres sujets. Donc évidemment la mobilité, parce qu'on va créer des villes avec une densité pas forcément très élevée, qui vont être difficiles à desservir en transport en commun, ou à vélo, ou à pied, avec sans polarité commerciale ou d'activité et de services, etc. Et donc forcément, on verrouille pour plusieurs dizaines, voire centaines d'années, parce que c'est vraiment à ces échelles-là qu'on réfléchit quand on fait la ville, des comportements très énergivores. Donc il y a un enjeu majeur là-dessus, et ensuite effectivement de manière très directe, la construction neuve, c'est une empreinte carbone vraiment importante. Là-dessus, c'est un sujet qui est vraiment bien ciblé, on va dire, dans le débat et les politiques publiques. Il faut savoir qu'il y a la RE 2020 qui va rentrer en vigueur, comme son nom ne l'indique pas, en janvier, et qui imposera systématiquement à tous les bâtiments de faire une ACV, donc une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de quantifier plusieurs indicateurs d'impact environnementaux, dont leur empreinte carbone, avant d'être construit. Avant ou après, d'ailleurs, c'est un peu un débat. Et de ne pas dépasser un certain seuil. Donc on est vraiment sur un des secteurs de l'économie qui est le plus ambitieux de ce qu'on fait en France, et d'ailleurs avec une trajectoire qui est assez compatible avec la SNBC sur la réduction de ces impacts de la construction neuve. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a quelque chose qui a été moins regardé, c'est l'impact que tout ça a à l'échelle nationale. Là-dessus, nous, on a fait l'exercice. On pense que rien que le logement consommerait à peu près, en termes de construction, 7% de l'empreinte carbone, enfin pas de l'empreinte carbone, mais du bilan carbone national en approche territoriale. Donc c'est absolument considérable. Donc c'est-à-dire que le bâtiment, ça nous amènerait quelque part vers 10%. Alors c'est des émissions qui sont attribuées à l'industrie d'habitude, mais voilà, sujet absolument fondamental. Et du coup, se pose la question de construire des mètres carrés moins carbonés. Donc ça va être en mettant probablement moins de béton et de matériaux très carbonés, type acier, verre, etc. Donc
changement des pratiques architecturales et en mettant plus de matériaux peu carbonés et capables de stocker du carbone comme les matériaux biosourcés. Après, je vous dis ça, c'est en tendance, hein, il y a plein de petites subtilités. Mais ça implique aussi juste de se poser la question de la quantité de construction qu'on développe. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a, au niveau démographique, il y a à peu près 200 à 250 000 ménages qui se créent chaque année en France. Donc du fait de la démographie, du fait de la décohabitation, parce que les enfants quittent le foyer plus tôt, il y a des divorces, etc. etc. Mais on construit, et ça c'était le chiffre que tu as donné tout à l'heure, c'était sur les années, les 2-3 années avant Covid, on construit plus de 400 000 logements par an. Donc vous voyez, on est quasiment au double, alors entre 1,5 et 2 fois plus que de ménages qui se créent chaque année. Donc ça veut dire que chaque année, on rajoute 150, 170 000 logements au stock de logements inoccupés. Quand je dis inoccupés, je mets là-dedans vacants et secondaires. Et donc du coup, ça a les impacts qu'on évoquait en termes de construction, et puis bien sûr, ça fait aussi plus de parcs à entretenir, plus de mètres carrés à entretenir. Donc c'est considérable. Et ça, par contre, évidemment, on ne peut pas s'arrêter de construire dans le sens où aujourd'hui, dans les zones tendues, il y a quand même vraiment une crise du logement. Le logement est très cher. On en parlait par exemple à Paris, mais c'est vrai à Lyon aussi, c'est vrai à plein d'endroits. Et il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de logements vacants, hein, notamment dans cette fameuse diagonale du vide. Et du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment un hiatus entre le parc bâti et l'attractivité des territoires, qui est probablement en grande partie déterminée par l'emploi. Donc, rien que ce sujet-là, mais je pense à un tas d'autres sujets en termes de décarbonation, sont des raisons suffisantes pour interroger la façon dont on territorialise l'économie aujourd'hui. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, hein, j'arrive là-dedans par la petite lorgnette du logement, mais je pense que pour les élus, c'est un sujet qui est absolument fondamental et voilà, qui se pose, je pense, même à l'échelle d'un territoire comme le très grand Lyon, c'est-à-dire si on va aller plus loin, l'attractivité de Roanne ou de Saint-Étienne ou des territoires périphériques de ces villes secondaires par rapport à Lyon, sans vouloir bien sûr stigmatiser personne, mais il y a quand même des différences d'attractivité, il est absolument fondamental à traiter, quoi. Philippe, vous vouliez réagir peut-être par rapport à ça ? Il a tout dit, j'ai plus rien à dire. Ah, ok. Non, d'accord. Mais du coup, alors, si on parle de ce bon, clairement, on sent que dans un des axes du plan de transformation, c'est de freiner, même si on peut pas le faire, de passer à zéro tout de suite, de freiner le développement de construction neuve. Ce qui pose la question un peu peut-être de la reconversion dans le monde du bâtiment, du TP et du bâtiment surtout, des compétences de construction neuve vers de la compétence plutôt de rénovation. Donc on a à la fois des sujets matériaux, mais aussi des sujets compétences et justement par du travail ou par de matériaux à aborder, à adresser. Est-ce que finalement, dans le rapport du Shift, on a fait un peu la balance entre regarder ce qui serait la vision de l'emploi dans le secteur du bâtiment en 2050. Alors certes, dans les grands plans qu'on propose sur de plans de rénovation, on a l'impression que du coup on va créer des centaines de milliers d'emplois, mais quelle est un peu près la balance et du coup quel est l'enjeu de formation aussi, est-ce que sur le plan tu peux nous faire un tout petit... Ouais, alors je vais juste donner le chiffre global très rapidement parce que j'ai déjà beaucoup parlé avant, oui. Et je pense que c'est bien que aussi sur ces sujets-là vous rebondissiez. C'est vrai qu'on entend toujours oui, la rénovation, on va créer plein d'emplois. Effectivement, nous on chiffre ça alors à 110 000 emplois, hein, si je me rappelle bien. Donc c'est beaucoup, hein, mais c'est disons que c'est même moins que de compenser la chute d'emploi par rapport à la construction neuve. Et quand je dis une chute d'emploi par rapport à la construction neuve, je veux dire même par rapport à un scénario médian où on ne fait pas spécialement d'efforts volontaristes pour réduire la construction et ses impacts, juste du fait que d'ici 2050, en fait, la démographie, elle va être moins dynamique et a priori, il y aura moins besoin de construire. Et donc, voilà, le fait de soutenir le secteur de la construction pour des mauvaises raisons du type quand le bâtiment va, tout va, et il faut pas tuer des emplois parce que on n'a pas de meilleure façon de répartir la richesse que d'employer des gens à faire des choses qui sont pas forcément utiles. Ce serait une mauvaise raison. Donc c'est des choses à anticiper dès maintenant. Et je voulais juste poser une question du coup de terrain à Jérémy. Vous, est-ce que du coup dans l'accompagnement de ces grands travaux de rénovation de logement, est-ce que vous sentez se structurer une offre de rénovation qui soit performante, qui soit efficace? Est-ce que c'est en train vraiment de se créer comme on l'attend un peu tous? Est-ce que vous avez des retours de terrain?
Moi, j'ai pas suffisamment de recul, c'est-à-dire que la société a été créée en 2018, on a vraiment commencé à rénover en 2019, ça s'est accéléré en 2020, quoi. Donc on a commencé il y a pas suffisamment de temps. Est-ce qu'on a du mal à trouver des artisans suffisamment qualifiés? La réponse est non. Quand on cherche, en général, on en trouve. J'ai envie de dire, c'est un peu comme dans tous les métiers. Il y en a qui sont très bons et il y en a qui sont très médiocres. Est-ce qu'il y a besoin d'en avoir davantage? La réponse est certainement que oui, puisque je vois que même nous, pour notre société, du fait de la croissance, où l'année dernière on était plutôt sur 30 ou 40 logements par mois et maintenant on est quasiment à 100 et peut-être que l'année prochaine à 150. Déjà là, effectivement, on voit que sur des zones géographiques, on a l'impression qu'on a commencé à truster pas mal des personnes disponibles sur place, quoi. Voilà. Bon, après, de toute façon, on le sait tous, pendant des décennies, les métiers manuels, ça a été représenté comme des boîtes de garage, donc c'est pas très valorisant. Malheureusement. Et du coup, effectivement, ça n'a pas été la voie privilégiée. Mais il n'empêche que, voilà, nous aujourd'hui, dans toutes les zones où on s'est implanté, on a réussi à trouver des personnes qui avaient une excellente connaissance de leur corps de métier et qui du coup arrivent à abattre une quantité de travail assez impressionnante. Donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est pas bloquant. Je pense que les aspects dont on a parlé avant sont les aspects administratifs sur lesquels je vais pas m'étendre parce que je serais peut-être moins politiquement correct que la personne à ma droite. Mais on peut aborder tous les sujets, on va l'aborder. Voilà. Non mais et du coup, là vous êtes en pleine croissance, vous commencez déjà à sentir qu'il y a des zones justement plus pauvres en emploi, enfin en tout cas en emploi qualifié dont vous avez besoin, et ça rejoint ce qu'on disait sur le lien très fort entre de ce secteur de logement et le secteur ville et territoire. Il faut comprendre qu'on n'est pas sur des domaines d'activité qui nécessitent des temps de formation extrêmement longs. C'est pas comme si demain on se disait on manque des cardiologues qui ont besoin de faire 12 ans d'études pour devenir opérationnels, quoi, hein. Les technologies de rénovation du bâtiment sont globalement des technologies très maîtrisées depuis plusieurs années. Donc c'est des modifications professionnelles qui peuvent être réalisées très rapidement. Donc au sein de ma société, donc il y a le poste principal, c'est des gens qui font de la maîtrise d'œuvre, hein, qui sont capables d'identifier des besoins de rénovation, de trouver des artisans, de faire des suivis de chantier. Et parmi les 7 personnes, il y en a 2 dont c'était pas leur métier précédent, mais qui se sont formés sur le tas et qui en quelques mois, très rapidement, ont été capables de dire ok, un logement, on a compris, on sait comment on l'isole, on sait comment il doit être, etc. On connaît les prix, c'est très rapide. On arrive à voir rapidement si un artisan travaille bien ou pas. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est quand même des métiers, il faut le savoir, qui sont très simples. Oui, à titre personnel, je l'ai expérimenté, j'ai fait une reconversion, donc du coup, je vois ce que vous voulez dire. C'est quelque chose qui peut aller vite. Néanmoins, c'est un enjeu de formation considérable, parce que si on se dit qu'il faut multiplier par presque 10, plus de 10 le rythme de rénovation, et ben il y a donc un grand plan de formation de personnel qui soit issu du secteur, c'est-à-dire qui soit plutôt dans la construction neuve vers la rénovation, soit d'autres secteurs. Là, ça nécessite quand même un certain temps de formation. Je sais que la région, justement, notamment ici, essaye d'investir sur ces formations-là. Après, on n'entend pas encore de son de cloche vraiment d'une explosion de ce genre de choses. Est-ce que sur la LEC, il y a des sons de cloche qui peuvent qui ressortent? Moi, mon regard, c'est que sur la formation professionnelle, qui est une compétence de la région, en tout cas le mandat précédent a été en dessous de tout en termes de moyens mis au développement de filières professionnelles, surtout sur des filières professionnelles qui sont des métiers manuels, effectivement. Que ce soit sur le bâtiment ou sur l'agriculture, on va avoir besoin de ces compétences-là. Et en fait, dans les facs, on continue à amener des gens à faire Bac+5 sur des masters qui sont ultra théoriques, et on n'a pas de gens qui bossent en apprentissage à 16 ans sur des choses qui sont juste vitales pour notre société commune, en fait. Donc il y a la région, mais il y a surtout l'État, en fait, où il y a un hiatus. On n'assume pas le vrai discours de quel métier on va avoir besoin demain, en fait. Et c'est vraiment dommage, parce que ça nous met dans la panade, à mon avis. Et oui, d'ailleurs, juste pour rappeler que la méthodologie du plan de transformation, c'est de se dire dans les 3 prochaines années comment on peut arriver à moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire anticiper sur ces formations qui peuvent quand même prendre un an ou quelques... Je me permets juste, pour parler de choses vraiment très précises, parce que c'est vrai que moi mon métier c'est très très concret. Je sais pas, un maçon par exemple.
un maçon qui est capable de vous dire cet immeuble il tient debout ou cet immeuble il tient pas debout, et celui qui tient pas debout, je suis capable de le solidifier à tel endroit et il va être reparti pour 30 ou 40 ans. Enfin, je veux dire, ça vaut juste de l'or en barre aujourd'hui. Et donc, je pense que si on était capable de mettre ça dans la tête d'un jeune qui a 14-15 ans, de lui dire, maçon, c'est pas excusez-moi l'expression, mais c'est pas l'abruti du coin qui va poser des parpaings, c'est un mec qui est capable de comprendre la structure des bâtiments. Vraiment, c'est un niveau d'expertise, etc. Et c'est la même chose pour tout, c'est la même chose pour un électricien, c'est la même chose pour un plombier qui va faire des recherches de fuite. Aujourd'hui, quand vous avez une fuite dans un immeuble, essayez de trouver le chemin qui a suivi l'eau pour arriver jusqu'à la tâche. Je veux dire, c'est des choses qui sont à la fois pas très compliquées, j'y reviens, en termes de temps d'apprentissage, mais par contre, quand vous avez quelqu'un d'expérimenté et de bon, il va vous faire gagner des quantités d'argent complètement incroyables. Et donc vraiment, c'est là où j'y reviens, ça vaut de l'or. Une réaction, Philippe? Non, du coup, juste, on a 2 minutes avant la question de 3 minutes avant la question de la salle. On a évoqué le sujet, je pense qu'on peut le mettre sur la table. Quels sont, selon vous, les gros freins administratifs, les choses qui fâchent? Mais allez-y, je pense que c'est l'occasion, et puis il faut que ce soit dit, de toute façon. Le but, c'est que ça avance, donc... Pour vous? Voilà. Moi, j'ai un exemple qui vient, quoi. Genre, il y a un mois, là, j'achète un immeuble en centre-ville, donc c'est du double vitrage PVC. Donc bon, ok, c'est pas bien, quoi. Donc du coup, l'ABF passe dans le projet de rénovation et il me dit, il faut mettre du bois. Je lui dis, ok, pas de problème. Alors, en termes d'ACV, ça fait mal au cœur, parce que du coup, les fenêtres étaient neuves. Mais ok, on enlève, on met du bois. Mais par contre, il veut du simple vitrage. Voilà. Donc c'est la réalité de... Et c'est lui qui a le dernier mot, effectivement, pour... Okay. C'est lui qui a le dernier mot. Et alors, ceci dit, il se trouve que cette personne-là était très bien, parce que du coup, un autre problème qu'on a, c'est... un permis de construire pour une construction, ça peut aller jusqu'à 6-8 mois, quelque chose comme ça, quoi. Mais donc du coup, on s'attend à ce que la rénovation, ça aille beaucoup plus vite. Et il y a des mairies qui prennent pas du tout la mesure des choses et qui laissent traîner, même pour de la rénovation intérieure, vont prendre des délais de plusieurs mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je veux dire, c'est complètement absurde. Et donc, voilà. Lui, celui-là d'ABF, il a été extrêmement rapide. En 3 mois, il m'a donné la réponse, etc. D'accord. Mais par contre, effectivement, de mon expérience, la plupart répondent à leur mandat. C'est-à-dire, on leur dit, tu nous fais un joli centre-ville, ils font un joli centre-ville. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, les délais administratifs pour la rénovation devraient être beaucoup plus courts. On comprend bien qu'ils soient longs pour la construction, mais pour la réno, quand on touche très peu, les éléments extérieurs, ça devrait être beaucoup plus court. La contrainte des ABF, c'est les 2 principaux D'accord. que je vois. Philippe, vous avez un ajout? Ouais, non, c'est pas tant, mine de rien, c'est réglementaire, mais c'est aussi politique de prendre le temps ou d'accélérer la réalisation de rénovation ou de construction neuve. Nous, sur la métropole de Lyon, on a une particularité, c'est qu'on a une partie du territoire qui n'est pas forcément très densément peuplée, mais on a des élus qui exigent absolument un métro, par exemple. Et en fait, est-ce que c'est pertinent d'aller... c'est pas forcément en lien, mais ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça que j'en parle. Mais en termes d'efficacité énergétique de la ville, au sens urbain vraiment, je pense qu'il y a un enjeu à ce que les élus se rendent compte que on a besoin de densifier là où on a déjà une proportion de la population qui est relativement importante et ou à des endroits attractifs et où on a des lignes de métro par exemple qui arrivent, et on a besoin de sanctuariser aussi des terres agricoles et des terres sans artificialisation, ne serait-ce que pour l'infiltration d'eau et l'efficacité énergétique des mobilités. Ça m'a fait penser à ça, mais c'était pas forcément... Il fallait le dire, c'était le moment. En tout cas, les messages sont passés. Ouais, un dernier, peut-être, très rapide. Non, c'est... pardon. Non, mais c'était pas quelque chose d'extrêmement important, mais c'était effectivement sur les délais, ça a l'air de pas être grand-chose, mais quand on est sur des volumes importants, si tout est structurellement décalé de 6 mois, en fait on se rend pas compte. Mais je pense qu'au-delà des problématiques d'ABF, où effectivement la préservation du patrimoine, je pense que ça peut donner lieu à certaines frictions, etc. Je pense que les problématiques de délai, c'est quelque chose qui peut être restreint très très simplement, quoi. Eh bien, les messages sont passés. Alors, juste, dernier mot, mais après, on va prendre les questions de la salle. Oui, j'en ai peut-être un... Enfin, moi, c'est plutôt à l'échelle nationale, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont assez ahurissantes dans la façon dont sont gérées les choses aujourd'hui, à savoir, typiquement, la remise en question permanente des barèmes. Donc, on parlait de MaPrimeRénov' tout à l'heure, qui a eu des avancées, donc c'est pas la question. C'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant, mais entre sa mise en
en service en mars 2020 et aujourd'hui, on doit être au 5e barème de MaPrimeRénov'. Donc ça veut dire que les conseillers des espaces verts, etc., enfin tous les gens qui travaillent dans le milieu, même que ce soit dans le public ou dans le privé, ils doivent à chaque fois se mettre à jour là-dessus, être capables d'accompagner les particuliers, sachant que les conseillers des fameux espaces verts, alors je dis espace vert parce que c'était un peu la marque sous laquelle le gouvernement voulait regrouper tout ce qui était service public de la performance énergétique de l'habitat, dont font partie notamment les ALEC, mais il y a aussi d'autres trucs, vous avez sans doute déjà entendu Espace Info Énergie, et j'en passe, il y a encore 3 ou 4 autres dénominations. Donc tout ça, c'est absolument illisible, même si c'est en cours d'unification. Alors la marque Fer va changer, ça fait 2 ans qu'elle existe, mais elle va changer. On a appris ça il y a une semaine là, par la ministre Emmanuelle Vargon. Bref, mais en tout cas tout ça pour dire que ces politiques-là, elles n'arrêtent pas de bouger et c'est quand même assez compliqué. Alors qu'en fait, le rôle du public là-dedans, malheureusement, moi, après c'est un avis personnel, mais il me paraît assez incontournable dans le sens où aujourd'hui la confiance, elle est quand même relativement faible dans à la fois les artisans et à la fois tous les gens qui font du phoning, là typiquement les délégateurs de C2E qui vous appellent pour vous dire changez vos fenêtres pour 1 euro. Et donc si on n'a pas un minimum de mobilisation du public pour à la fois faire du ciblage ou quasiment du porte-à-porte, parce qu'à l'échelle à laquelle on doit rénover, il faudrait aller voir tout le monde. Si on n'a pas la puissance publique pour venir un peu mettre une étiquette de confiance et de neutralité sur tout ça, je pense qu'on va vraiment avoir du mal à mobiliser, notamment les ménages dans le diffus, de manière. On va continuer à patauger. Voilà. Ben, merci. Sans plus tarder, on va passer aux questions parce qu'il est plus que l'heure. Alors, première question là-bas, je crois. Monsieur, présentez-vous juste en une seconde, le nom et peut-être ce que vous faites, mais. Mathéo Vincent, je suis ingénieur en efficacité énergétique. C'est pas trop mon secteur, le logement, mais c'était pour savoir qu'est-ce que vous pensez justement du programme national Energy Sprong qui vient des Pays-Bas, donc. Et donc ça concerne pas du tout la maison individuelle, globalement c'est les bailleurs sociaux notamment que ça concerne plus. Est-ce que ça peut justement faire gagner du temps puisque c'est des rénovations assez rapides qui sont pour l'instant difficiles à mettre en place, j'ai l'impression, mais voilà, votre avis sur le sujet. Tu veux répondre, Rémi ? Ouais, Energy Sprong, alors justement ça vient des Pays-Bas en concernant directement la maison individuelle, parce qu'effectivement là-bas ils ont plus de bailleurs sociaux qui possèdent des maisons individuelles. En France ça existe mais c'est plus rare. Et oui, Energy Sprong, ce qui est, en tout cas ça a l'avantage de produire des logements rénovés à un niveau de performance qui est en ligne avec les objectifs nationaux et d'être très marketable comme concept parce que c'est des logements zéro énergie qui produisent autant qu'ils consomment sur l'année. Donc voilà, en tout cas, si on arrive à faire plus de rénovations comme ça, oui, ça va dans le bon sens. Après, sans rentrer dans le débat, est-ce qu'il vaut mieux faire ça et industrialiser la rénovation que de travailler avec des petits artisans ? Je pense qu'il n'y a pas une solution unique et celle-là on est une bonne pour les typologies de logements auxquels ils s'attaquent, donc notamment des maisons de type lotissement sur lesquelles on peut industrialiser un minimum, quoi. Bonjour, Hugo Arnichamp de l'association Effinergie. J'avais une question pour Jérémy. Comment vous persuadez vos investisseurs que vos rénovations seront performantes ? Est-ce que vous le prouvez avec un label, avec un niveau d'atteinte de consommation énergétique ? C'était la première question que j'avais. Et la seconde, très courte, c'est est-ce que vous pensez que la taxonomie verte au niveau européen aura des influences sur votre secteur ? Est-ce que ça va vous aider à flécher plus d'investissements vers des rénovations performantes ? Alors, pour la première question, comment j'arrive à convaincre les investisseurs ? Donc les véhicules d'épargne qu'on propose s'appellent des SCPI. Peut-être que certains d'entre vous en parlent, donc c'est voilà, ils nous confient leur argent. Et donc les SCPI, l'idée c'est de dire quand on met 1000 euros dans une SCPI, on regarde combien ça nous rapporte à la fin de l'année en termes de pourcentage. Voilà. Et donc là où en fait nous on a de la chance, c'est que tous nos confrères, bon il y en a peu, il y en a 25 ou 26 des sociétés comme ça, tous nos confrères font des commerces et des bureaux. On est les seuls à faire du résidentiel. Les rares qui s'y sont essayés faisaient plutôt à Paris ou à Lyon. Donc en fait leur rendement est plutôt plus bas que le nôtre. Voilà. Donc du coup, nous, on a un rendement, pour vous donner des chiffres, qui est autour de 6% pour nos investisseurs. Et donc en fait, ce qu'on leur dit, c'est genre, ça aurait pu être 7, mais finalement c'est 6, parce qu'il y en a un, du coup, on va dire 10-15% de travaux en plus, on va dire,
pour faire la rénovation. Mais comme à 6, on fait déjà partie des rendements les plus attractifs, du coup c'est pour ça qu'on nous confie de l'argent. Et là on va être très clair, la raison pour laquelle les gens me confient de l'argent aujourd'hui, enfin ma société, c'est pas pour le côté énergétique, c'est parce qu'on leur offre un rendement qui les intéresse. Voilà. À la fin de l'argent, on récupère de l'argent du monde de la finance. Notre frustration, c'est qu'il y a des fois, on aimerait aller beaucoup plus loin dans la rénovation énergétique et leur dire, au lieu de vous donner 6% de rendement financier, on va vous donner 3,5 ou 4. Mais ça, du coup, eux, ça les intéresse beaucoup moins, donc il y a beaucoup moins d'argent qui est fléché vers cette solution. Voilà. Pour la taxonomie, je vais laisser la parole à... Non, enfin... Ah ouais, non, je suis pas spécialiste. Pour les labels, par contre, là, je pourrais me faire un petit plaisir. Il y a un label immobilier qui est sorti dans le monde de la finance qui s'appelle le label ISR, Investissement Socialement Responsable. Et donc, du coup, quand il est sorti, tout le monde m'a passé un petit coup de fil en me disant, Jérémy, celui-là, il est pour toi. Hein, je veux dire, t'as besoin de rien changer. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas répondu. On s'impose un certain niveau de DPE. Voilà, donc on a 90% de nos logements qui sont supérieurs au DPE. D'ailleurs, on a des problématiques sur le DPE. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier, il a été suspendu. Voilà, donc du coup, ça fait partie des trucs. Donc je ne sais plus. Oui, voilà, sur le label ISR. Donc tout le monde me dit, allez, celui-là, il est pour toi. Et en fait, quand on regarde les labels, dans le monde de la finance, c'était la société de gestion décide d'un objectif, les fonds respectent l'objectif qui est décidé par nous-mêmes en fait, et donc du coup si on respecte l'objectif qu'on s'est fixé nous-mêmes, et du coup on obtient le label. Et moi j'ai dit non, ça je veux dire c'est au mieux c'est une mascarade, c'est le label qui doit décider de l'objectif qui doit être atteint quoi. Donc du coup en fait on est la seule SCPI, enfin on est une des rares SCPI du marché qui n'est pas labellisée investissement socialement responsable, et comme je le dis souvent c'est juste parce que le président a un peu la tête dure, donc du coup voilà. C'est bien. Question là-haut. Bonjour, donc je m'appelle Jimmy, je suis directeur technique dans une société dans l'informatique, donc a priori il n'y a pas de rapport avec le logement, mais je suis aussi investisseur immobilier sur Lyon. Et donc on rénove aussi des logements, donc on n'est pas à 80 ou 100 comme vous chez Kianeos, on est plutôt à 2, donc bravo. Quand on voit les problématiques qu'il y a, je suis votre boulot depuis presque le début, donc félicitations. Et merci. Du coup, c'est un regret que vous ne soyez pas à Lyon. J'ai cru comprendre que c'est parce que le mètre carré était trop cher à Lyon ou dans les grandes agglomérations. Et si on observe en fait les logements, non pas comme des unités, mais au niveau du mètre carré, on se rend compte de deux choses. Donc depuis 50 ans, la consommation énergétique, donc l'empreinte carbone, on peut estimer que c'est le proxy de l'empreinte carbone, la consommation énergétique au mètre carré depuis 50 ans, elle a été divisée par à peu près 2. Donc les normes, ça fonctionne. On arrive à avoir des logements au mètre carré qui sont de plus en plus efficaces au niveau de l'énergie. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé en même temps ? On a voulu avoir 2 fois plus de mètres carrés. En fait, on a des logements qui sont de plus en plus grands. Donc en fait, tout l'effort qu'on a fait, tous les progrès qu'on a réussi à faire ont été annulés parce que c'est un peu l'effet rebond qui s'applique aussi dans le logement. On se dit super, on a des moyens en plus. On va avoir des plus grands logements. Puis il y a d'autres facteurs aussi, le divorce, etc. On ne va pas rentrer dans ça, mais voilà. Le résultat, c'est que finalement, tous les efforts qu'on a faits ont été annulés en 50 ans parce qu'on a des logements plus grands. Et on a parlé de plein d'autres choses, on a parlé d'artificialisation des sols, on a parlé de rénovation. Et là, du coup, ma question s'adresse à monsieur le vice-président, puisqu'il y a la question des modes d'exploitation des logements qui n'a pas été, en tant qu'investisseur, qui n'a pas été abordée aujourd'hui et qui me semble être une solution, en particulier dans les grandes agglomérations comme Lyon, puisqu'on fait face à une crise du logement qui est intense, notamment pour les jeunes. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais jeune et étudiant, et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a assez perturbé, c'est-à-dire que si je fais le choix d'aller dans un studio, mes APL sont plus élevés que si je prends 2 copains, qu'on se met dans une colocation, et où là on va faire baisser le nombre de mètres carrés par personne, on va baisser le nombre d'électroménagers qu'on va utiliser par personne, et là par contre on me dit on vous coupe les aides parce que ça vous coûte moins cher. Alors que donc à la fois pour les investisseurs, il y a une grande part du parc privé qui est rénové par des gens qui font des colocations, qui baissent l'empreinte au sol, j'ai oublié qui baisse aussi le bilan carbone de tous ces locataires. Et pourtant, en fait, on est un peu les grands oubliés de tous ces débats, alors que c'est une solution qui, je pense, au moins mérite d'être évoquée. Donc je voulais votre avis là-dessus. Ouais. Et voilà.
Merci pour cette question, parce que ce sujet est... Encore une question, pardon. Non, ok. Donc ouais, merci pour ce sujet, c'est une vraie très bonne question selon moi. Alors je suis vice-président Climat Énergie, je suis pas vice-président Logement et Habitat, c'est mon collègue Renaud Père qui serait sans doute plus à l'aise pour répondre à cette question, mais je vais essayer de donner 2-3 éléments de réponse. Déjà, la taille des logements et leur composition, je suis pas certain, c'est là où je dis que je suis pas le vice-président, qu'on ait, en tant que métropole de Lyon, beaucoup de pouvoir pour modifier les programmes. Mais ça demande à être vérifié. Je pense que la raison de cet effet rebond, c'est que quand même depuis 30 ou 40 ans, on a une espèce de dogme de l'habitat individuel, la voiture individuelle, la propriété privée absolue, et on choisit absolument, enfin, la solitude devient presque un confort, alors que l'interaction avec les autres devient une contrainte. Alors que moi, j'ai tendance à penser le contraire, j'ai été souvent en colocation. Et en fait, au niveau de la métropole, on veut développer tout ce qui est habitat coopératif. On veut avoir 1 millier de nouveaux logements par an sur ce modèle-là, avec des colocations intergénérationnelles, des colocations tout court, et notamment pour les logements étudiants. Dans le Crous de Lyon, à la résidence Blandan, ça s'est fait. Il y a plusieurs logements en colocation, des logements étudiants en colocation, avec donc de la mutualisation, du 50 mètres carrés ou 55 mètres carrés pour 3 personnes, je crois. Donc c'est des choses qu'on pousse, mais je pense que c'est pas suffisant, et je pense que ça nécessite un changement réglementaire au niveau de la loi pour que peut-être les collectivités aient plus de pouvoir sur la surface des logements, et qu'on arrête effectivement, au-delà d'avoir des incitations à avoir des studios de 10 mètres carrés, mais aussi qu'on ait une sorte de plafond. Un ménage, je sais pas, de 4 personnes ne peut pas avoir plus de 150 mètres carrés, c'est absurde en fait. Donc, merci pour la question. Désolé, on va prendre juste la dernière question ici, puis elle devra arrêter, vous pourrez le poser ensuite. Bonjour, je m'appelle Hélène Billon-Grand, je suis responsable de la stratégie énergétique d'un office HLM. Je suis 100% d'accord sur l'histoire de la surface par logement, puisque dans les années 30, un T4, ça faisait 55 mètres carrés dans un logement HBM. Je suis 100% d'accord aussi sur les problèmes des ALEC, espace info énergie et tout ce qui s'y rapporte, et je pense qu'il y a un gros problème aussi de rémunération des personnes qui y travaillent, puisque souvent c'est des gens qui viennent de finir leurs études et qui du coup peuvent se retrouver alors avec des questions super simples de la part de particuliers, mais beaucoup plus complexes de la part, pas forcément d'office HLM, mais par exemple de copropriété. Et je suis assez surprise que pour l'instant on ait assez peu parlé de confort dans le logement. Donc au-delà de l'espace qu'on occupe, il y a un gros... Enfin, moi j'ai toujours travaillé dans la réhabilitation énergétique et j'ai toujours pris que l'angle d'attaque sur l'amélioration du confort des occupants, peu importe que ce soit dans le logement privé ou dans le logement public. Et du coup, par rapport à ça, il me semble que si on se met de ce côté-là, par exemple, moi j'ai déjà discuté avec des ABF, notamment dans le donjon du château de Vincennes, donc je vous laisse imaginer les locaux de l'ABF. C'est vraiment un sujet, du coup, comme ça va leur parler directement, ils vont pouvoir se rendre compte du problème. Voilà. Bien que les briques, c'est extrêmement beau, les pierres de taille aussi, etc. Et donc, du coup, par rapport à ce sujet, est-ce que le monsieur qui s'occupe de la réhabilitation du logement, je pense qu'il en a pris conscience, mais du coup, au niveau de la métropole, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant? Enfin, vous allez me dire que oui, mais c'est vrai que dans votre discours, c'est plutôt axé sur les différentes énergies, enfin, des aspects assez techniques. Voilà, c'était ma question. C'est marrant, il y a 10 minutes à peu près, je me disais que quand j'avais parlé des arguments pour inciter à la rénovation, j'avais parlé des économies, j'avais parlé de la valorisation immobilière, et en fait le premier qu'on a, en plus je l'ai dans ma fiche, c'est le confort d'habitat. Donc merci, parce que voilà, ça me fait l'occasion de le dire, et effectivement un logement efficace énergétiquement, c'est aussi un logement où on a moins d'humidité, où on a une circulation d'air qui est optimisée, et les salariés de l'ALEC sont vraiment des experts, des techniciens qui sont très bons sur à la fois la rénovation énergétique, mais le confort d'habiter le logement.
Et je pense qu'on n'est pas les seuls. On travaille aussi avec Solia sur la métropole de Lyon pour tout ce qui est la précarité énergétique, mais aussi les logements sociaux et les passoires énergétiques et les ménages précaires, voilà, pour les accompagner aussi à la rénovation, en mettant en avant notamment cet argument où en fait c'est quand même beaucoup plus agréable d'habiter un logement rénové efficacement, effectivement. Donc merci. Vous me laisserez juste un mot sur voilà. Je voulais dire, il y a beaucoup de villes qui ont mis en place un truc qui s'appelle le permis de louer. Alors moi je trouve ça génial. Vraiment, je suis à 100% pour. J'espère qu'il y a de plus en plus de villes qui vont le faire. Le seul problème qu'on a constaté, c'est qu'en fait, il y a plein de propriétaires bailleurs qui ne le demandent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils louent leur logement sans le permis de louer. Et donc, en fait, il n'y a pas de contrôle. Et alors du coup, nous forcément on le demande. Et du coup, des fois ils sont un peu scrupuleux. Et donc vous savez qu'à partir de 2025, il y a des logements qui pourront plus être loués s'ils ont une étiquette énergétique trop basse. Voilà. Je veux pas être défaitiste, mais s'il n'y a pas de contrôle, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les propriétaires bailleurs aujourd'hui, il faut quand même bien se mettre dans la tête que je veux pas m'envoyer des fleurs, mais je pense que j'ai visité plus d'immeubles que n'importe qui en France dans les 3 dernières années. Et je peux vous dire que 90% de ce que j'ai visité, c'est absolument une catastrophe. J'ai vu des propriétaires, quand je leur disais, mais il n'y a pas de chauffage, ou c'est du chauffage au sol, chose que je ne croyais pas. Ils me disaient, non, il n'y a pas de chauffage, ils mettent une couverture de plus en hiver parce qu'on est dans le sud de la France, donc tout va bien. Mais voilà. Mais donc, du coup, ce que j'anticipe, c'est qu'en 2025, certes, il y aura un DPE minimum, mais que du coup, de même que ces propriétaires-là ne demandent pas les permis de louer, ils ne mettront pas de bail de DPE en annexe de leur bail. Voilà, donc c'est, je pense, quelque chose auquel il faut faire attention et qui rejoint la question de la qualité du logement. Oui, c'est un manque. Mais alors juste pour boucler, et après on a fini, le petit retour d'expérience de moi, mon activité personnelle, quand vous demandez vous n'avez même pas besoin de le demander, quand vous avez fini une rénovation BBC, les usagers, les gens qui habitent, les habitants, parlent tout de suite du confort. C'est la première chose qui vient, ils n'ont pas encore regardé leur facture, ils n'ont pas eu le temps de voir 1 ou 2 ou 3 années de chauffage pour voir ce qui s'est passé. C'est le retour d'expérience terrain par excellence. Donc c'est aussi le meilleur argument et c'est ce qui parle le mieux. Voilà, c'est expérimenter les choses. On doit terminer ici, je suis désolé, vous pourrez poser peut-être des questions à la suite si vous restez dans le coin. Merci à tous et bonne fin d'Université.